l'or, c'est quelque chose que tu dois oublier. Et c'est pour ça que moi-même, rarement, je sais le prix du jour, parce que je m'intéresse pas au prix du jour. Moi, je mets à côté, et si tout se passe bien dans ma vie, c'est mes futurs enfants ou mes futures nièces, etc., qui vont hériter de ça pour continuer à passer de génération en génération. Salut, je suis Mathieu Stéphanie et je vous présente La Martingale, un podcast qui vise à explorer le monde de la finance personnelle pour comprendre comment gagner à tous les coups, qu'on ait 200 € par mois à investir ou 5 millions sur son compte en banque. On va pas se mentir, c'est un peu ambitieux, mais les faits sont là. Jusqu'à maintenant, j'ai pas pris le temps de m'intéresser à tous ces sujets et il est temps que ça change. Alors abonnez-vous, des éclairages gratuits, ça commence par là. Alors nous y voilà avec Alessandro. Salut Alessandro. Salut. Alors Alessandro Soldati, qui comme son nom l'indique n'est pas italien, puisque tu es suisse Alessandro, c'est ça. On parlait de cette belle région que je connais pas, mais c'est toi qui m'as dit que c'était le plus bel endroit du monde, donc évidemment en toute objectivité bien sûr. Alors toi tu es le CEO de Gold Avenue. Exact. Donc on va évidemment cette fois-ci parler de gold, d'or et de métaux précieux. Et Gold Avenue, c'est un des leaders européens sur l'achat-vente d'or en B2C. C'est un peu ça ? On essaie, exactement. On essaie de rendre accessible aux particuliers les métaux précieux. Ok. Donc métaux précieux, on trouve de l'or, de l'argent, du platine et du palladium, c'est ça ? 4 métaux principaux, on va en parler un peu. Alors, j'ai déjà fait il y a quelques temps un épisode sur l'or et ça méritait une mise à jour, je pense, après 2 ans, près de 2 ans. Pourquoi ? Parce que je pense que ce sont des placements qui sont un peu à part dans un portefeuille qu'on a tendance un peu à mettre de côté. Alors pour toi et moi, peut-être pas toi parce que justement encore tu vas être très objectif là-dessus, mais le nouvel or, on a un peu l'impression que c'est les cryptos. C'est plus volatile quand même que on va dire que l'or, mais on parle d'or numérique un peu. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Et à la fois l'or comme les cryptos, alors l'or peut-être encore plus que les cryptos parce que souvent, notamment l'Ethereum, tu participes au financement d'une sorte de backbone technologique qui est intéressant, mais c'est à la fois le pire investissement pour moi qui suis entrepreneur, parce que c'est totalement inerte, et à la fois, tu vois, c'est peut-être cette espèce de truc ultime où tu dis, il faudrait, finalement, si tu as un lingot ou quelques pièces, je sais pas sous quelle forme, tu en raconteras un peu, mais tu peux les avoir, disponible, ça reste en cas de guerre, en cas de... on parle souvent des gens qui ont fui, des migrants notamment dans la Deuxième Guerre mondiale, mais je crois que tu me disais par exemple les Afghans certains plus récemment étaient bien contents d'avoir un peu d'or aussi quand ils partaient de chez eux. Ça reste quand même au bout du bout quelque chose qui a un filet de sécurité qui est pas complètement idiot. J'ai bien résumé tout ça ? Oui, c'est bien ça. J'imaginais aussi qu'on allait partir un petit peu sur les cryptos, hein. C'est la thématique un petit peu chaude du moment et au bureau on en parle beaucoup. Nos clients nous posent beaucoup de questions et souvent les gens me posent la question crypto ou or. Donc je pense qu'on va traiter un petit peu l'argument et après on va essayer de rendre sexy l'investissement dans l'or et les métaux précieux qui en effet est quelque chose de un peu ennuyant. Ça paye pas d'intérêt. Il bouge pas vraiment, il dort, il est au fond du tiroir, mais justement, c'est mieux l'avoir que ne pas l'avoir. Sachant que c'est un côté intéressant, c'est que c'est un des rares placements qui a quand même perdu de la valeur depuis la crise du Covid. Enfin, on aurait pu penser à un repli sécuritaire sur l'or, etc. Pour moi qui suis en quête de filet de sécurité sur une éventuelle bulle et un retournement en me disant voilà, je me dis si c'est le seul qui est descendu, est-ce qu'il va descendre encore plus bas quand tout se retournera, ou est-ce que c'est celui qui va remonter ou se maintenir? Enfin, c'est des questions intéressantes sur lesquelles on peut se questionner. Oui, exact. C'est des questions intéressantes. Après, malheureusement, j'ai pas la réponse parce que sinon, on serait pas là, les deux. Tout à fait. Au bord d'une plage à boire un mojito. Mais l'or a pas vraiment bien performé depuis les derniers 18 mois, même si l'année d'avant, on était aux alentours des $1 200. On est quand même monté à... $1 200 pour
Pour une once. Donc une once, c'est la façon avec laquelle on mesure l'or. La façon un peu américaine, c'est 31,1 grammes. Pour avoir une ordre d'idée. Donc on parle toujours de once et dollars. Donc là aussi, probablement, je vais non, mais au moins on a ça. Donc une once, $1,200. Et aujourd'hui, donc on est à... Aujourd'hui, on est aux alentours de 1800. C'était monté à 2100, qui est le record historique, donc all-time high, comme on les appelle aujourd'hui, l'année passée, juste après le premier confinement. Et ensuite, ils ont commencé à faire cette politique monétaire très expansionniste, où on commence à imprimer, à donner de l'argent à tout le monde. On le met dans la bourse, on le met un peu partout, donc tous les actifs augmentent. Et voilà, une fois que tous les actifs augmentent, c'est un peu dommage sécuriser des fonds en les mettant dans un tiroir parce qu'on n'a pas peur. Donc c'est un peu ce que, de mon point de vue, on est en train de vivre sur les derniers 12 mois. Je connais peu de personnes qui ont perdu de l'argent en investissant en bourse ou dans les cryptos ou dans des assets, quoi. Oui. Non, c'est ça. Ce qu'il faut voir, c'est que sur une longue période, enfin longue, si on prend de 2005, c'était plutôt à $400 aux alentours, 420. 2010, on est au double, plutôt vers $1,000, $1,100. On monte à 1,600 vers 2012. On redescend entre 2013 et 2018 aux alentours de 1,100, 1,200. Et puis après, on monte jusqu'au 7 juillet 2020 par là, au-delà des $2,000 et depuis on descend plutôt aux alentours de 1,700 ou 1,800. Voilà, c'est à peu près la courbe. Donc, tout en sachant une chose intéressante, que produire une once d'or coûte en moyenne entre les 1,000 et les $1,100. D'accord. Donc c'est clair que quand le prix est descendu à 1,100, $1,200, moi je suis pas conseiller financier, je m'avançais pas, mais j'ai dit à ma famille, ça peut commencer à devenir très intéressant d'acheter de l'or. Ouais. Tout comme quand le pétrole était en prix négatif, quand tu disais finalement. Après, il fallait récupérer le pétrole. Le problème étant le coût de stockage. Puis c'est pareil, il y a ce sujet sur l'or, sur le stockage, on y viendra, et c'est un peu aussi ce que vous proposez. Mais du coup, là-dessus, je dis juste, en effet, tu te dis ça n'a pas perdu grand-chose. Finalement, tu es passé de 2000, 2100 à 1800 aux alentours, donc c'est pas grand-chose. Mais en face, c'est monté aussi assez fort. Donc, alors, je parle même pas que des cryptos, même des actions, etc. Sur les 18 derniers mois, c'est quand même parti au plafond. Qu'est-ce que tu réponds, toi, alors, du coup, à tes clients qui viennent te dire, qui comparent au Bitcoin ? Au Bitcoin. Moi, j'aime beaucoup la blockchain. Je suis fasciné, je suis dedans. Je vois pas du tout la crypto comme une menace à l'or. Je pense que la crypto, c'est une menace au système centralisé. C'est une menace à l'argent papier. L'or, il est tangible. C'est une pièce que tu peux tenir dans la main, qui a une valeur intragénérationnelle. Tu peux la donner à un enfant ou un vieux, et il va apprécier le fait d'avoir de l'or. Un Bitcoin aujourd'hui, c'est pas encore la même chose. Et surtout, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que les métaux précieux, avant tout, c'est pas des produits d'investissement. Donc 50% de l'or est utilisé pour faire des bijoux, 50% de l'argent est utilisé pour les produits industriels. Donc finalement, c'est des produits qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Donc, c'est des consommables. C'est difficile de se projeter là-dessus, en revanche, parce que, par exemple, moi, mon lingot que je prends chez moi ou que tu prends chez toi, parce que c'est aussi ce que tu proposes, tu vas le conserver éventuellement pour moi, je peux l'acheter. Oui, on a les deux options. Donc, ou on l'envoie chez toi, ou on le garde, nous, dans nos coffres pour toi. Mais ce lingot d'or, il servira jamais à faire des bijoux et des... En vrai, c'est plus un lingot d'or spéculatif. Il y a très peu de lingots qui sont fondus pour faire... J'imagine que c'est un autre canal, non ? Ce qui est intéressant, 25% de l'or mondial qui est remis en circulation, c'est du recyclage. Donc, ton lingot, à un certain moment, il va circuler, il va retourner dans le circuit. Et voilà, ça ne se détruit pas, il reste. Et donc, c'est toujours le même or qui circule avec les nouvelles tonnes qui sont minées par année et remises dans le système.
D'accord. Et alors, là-dessus, pour bien comprendre, j'achète un lingot. Alors, le lingot, c'est combien d'onces? C'est hyper cher. Hein. Ça commence à faire un petit paquet, le lingot. Hein. Ouais, ça, c'est la question un petit peu. Quand on reçoit au téléphone aussi, c'est je vais acheter un lingot, il y a combien d'onces? La réalité, c'est qu'il y a plusieurs types de lingots, plusieurs types de produits. Donc, tu pars de 1 gramme jusqu'à 12 kilos de lingots, qui est plutôt l'or bancaire. Ce que nous, on ne vend pas, étant donné que ça s'adresse à une clientèle qui est un lingot de 12 kilos, on parle de 500 000 euros, 600 000 euros. D'accord. Donc, ce n'est pas l'achat de tous les jours, quoi. Et il y a quand même un lingot standard, non? Le lingotin ou le lingot, comment ça se passe? C'est quoi le... Alors, le standard, c'est l'once. Donc, le lingot d'une once, c'est la mesure de référence pour les Américains, donc aussi pour le marché des métaux précieux. Sinon, en Europe... Ça, c'est 12 grammes, tu dis? 31,1. 31 points, donc c'est tout petit quand même. Oui, c'est petit, oui, c'est relativement petit. Ouais. Ce qui est assez impressionnant de l'or, c'est la densité. Et une fois que tu l'as dans les mains, 1 kilo, ça fait la taille d'un iPhone. Et donc, dans ta main, avec un iPhone, tu as 50 000 euros. Okay. Donc, c'est assez impressionnant. Et après, voilà, en Europe, on vend énormément. Je pense que le produit qu'on vend le plus, c'est les 50 grammes. Donc, c'est un petit lingot d'or fondu, tout brut, d'or pur à 99,99%. C'est les fameux 4,9 que tu vois sur le lingot. Okay. Et ça, c'est le produit un petit peu le plus accessible, entre guillemets, disons ça. Et c'est pas un produit... minted. C'est-à-dire que le minted, tu le vois, c'est vraiment, on presse les lingots, on les découpe et on fait des produits avec des dessins, aussi des numéros, etc. Tandis que le casse-barre, c'est vraiment de l'or fondu. Et là, vous faites des lingots, vous en produisez des lingots ou vous les recevez tout fait, vous? Alors, nous, on fait partie de ce groupe MK Spam Group, qui est cette société familiale leader dans le monde dans l'industrie, qui ont une raffinerie au Tessin. Donc, cet endroit magnifique. On n'a pas que les palmiers et le lac, mais on a aussi des raffineries d'or. Quasi personne ne sait que dans le Tessin, on raffine 50% de l'or mondial. Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est huge parce que c'est en Suisse, donc c'est safe. On est près de l'Italie, donc l'Italie, à l'époque, c'était un grand consommateur d'or. Et en plus, on a de la main-d'œuvre italienne qui permet aussi par rapport au reste de la Suisse, d'avoir des coûts qui sont plus accessibles. D'accord. Donc voilà. Et ce groupe donc, a une raffinerie au Tessin, PAMP, qui produit les lingots et qui nous fournit les mêmes qu'ensuite on vend sur la plateforme. Oui, c'est ça. Tu tapes Tessin or et puis tu trouves canton du Tessin. 3 des plus grosses raffineries d'or sont basées au Tessin. Exact. Mine d'or de Cessa. Orsal, un Tessinois doit restituer 187 millions de francs. Ouais, la mine d'or, c'est une fois, tu as la possibilité de venir au Tessa, magnifique à nouveau. Ouais. Mais on dirait que je travaille pour la promotion du tourisme. Tu vas avoir une prime. Voilà, ouais. Aller voir la mine d'or de Cessa que tu viens de dire. C'est assez impressionnant parce que tu te rends compte comment il travaillait il y a 50 ans. Donc tu vas dans ces cunicules à 400 mètres dans la terre. Donc une expérience. Très bien. Bon, on a compris, on a fait on a mis un peu les bases. Pourquoi on achète de l'or? Moi, je l'aime bien voir comme ça. C'est un petit peu le Immortality Fund. Donc, l'argent que je mets à côté et que après, je ne touche plus. Donc, qui achète de l'or pour faire du trading, c'est de la spéculation. Il va faire ses analyses. Les gens qui achètent de l'or pour gagner sur le prix parce qu'ils disent j'achète aujourd'hui, je le revends dans un an, déjà, ils ne vont pas forcément acheter de l'or physique parce qu'il y a une prime de production. Et de l'autre côté, voilà, comme on l'a vu, ce n'est pas où on a les retours les plus intéressants parce que moins de risques, plus de retours. C'est vraiment si on ne croit pas énormément à ce système financier, comme beaucoup de nos clients et moi-même, on ne croit pas dans ce système où les banques injectent des trilliards de dollars, où l'inflation augmente tout le temps, où on perd un peu le contrôle sur la réalité, les valeurs même des actions, etc. Ça te permet d'avoir ce petit tiroir que tu oublies. L'or, c'est quelque chose que tu dois oublier. Et c'est pour ça que moi-même, rarement, je sais le prix du jour, parce que je ne m'intéresse pas au prix du jour. Moi, je mets à côté, et si tout se passe bien dans ma vie, c'est mes futurs enfants ou mes futures nièces, etc., qui vont hériter de ça.
pour continuer à passer de génération en génération. On sait que ça garde sa valeur. Donc, c'est vraiment un petit peu le security fund qu'on met à côté et qu'on oublie pour toujours. Ça a toujours monté jusque maintenant. La question justement qu'on peut se poser, parce que c'est des questions qu'on s'est posées sur des valeurs de croissance, c'est en effet, est-ce que le business, est-ce que les valorisations générales, tu vois, quand tu fais des ETF, je sais pas si tu connais, mais tu vois des fonds indiciels ou des choses comme ça, tu te retrouves à te dire en fait, si je pense que le monde va aller dans une forme de croissance, finalement, j'investis au fur et à mesure, et puis ça finira, même si à un moment ça descend, ça finira toujours par remonter, puisqu'on va croître. On peut sentir aujourd'hui des soubresauts de pensées qui se disent à un moment il faudra arrêter de croître parce que de toute façon tout ça n'est pas infini, et puis ça utilise des ressources de la planète et de choses qui font que alors peut-être que dans le service tu peux faire d'autres choses moins polluantes, mais voilà jusqu'où ça peut aller. Finalement dans l'or, si j'écoute ce que tu dis, tu peux te dire que une société même décroissante ou potentiellement je sais pas si on parle d'un cataclysme, mais ça reste quand même une valeur repli potentiellement intéressante, au-delà de la protection dont je parlais pour fuir au quotidien d'un conflit, qui est quelque chose qui est pas complètement idiot. C'est un peu ce que tu dis. Oui, de nouveau, c'est vraiment cet aspect tangible. Donc, comme l'immobilier, quoi. Oui, l'immobilier, exactement. C'est comme l'immobilier. La différence, c'est que l'immobilier, c'est à un certain endroit, il est relativement... Il est immobile. Immobile, oui. Même pas relativement. Donc, tu as cette valeur qu'ensuite, elle varie selon comment tu t'en occupes. L'or, ce qui est un avantage, c'est vraiment ce produit très dense, relativement facile à transporter, que tu peux donner à n'importe qui. Et de nouveau, moi, j'aime pas vraiment voir la vision cataclysme, le monde qui va disparaître, etc. Mais il y a plein de choses aujourd'hui qui dépendent de third party, donc d'intermédiaires. Oui. Et demain, tout peut arriver. Même l'électricité, et nous, on passe toujours par c'est quelque chose qui nous est donné. Il y a une société derrière, il y a des employés qui produisent, donc c'est pas si standard que ça. L'or est indépendant à lui-même. Il est petit, il est indépendant lui-même, et c'est un passe-partout. Donc c'est vrai qu'on parle de monnaie refuge ou investissement refuge ultime, c'est clair qu'on pense à l'or. Ça fait 5000 ans qu'il est considéré comme tel, et je pense qu'il a une bonne probabilité d'y rester pour 5000 ans qui vont venir. Donc si je résume en d'autres termes ce que nous dit aujourd'hui Alessandro Soldati, c'est que l'or c'est chiant comme la mort, vendu par un Suisse en plus, tu vois, tu nous fais rêver là Alessandro. J'ai le droit de me moquer parce que j'ai des enfants suisses, ma femme est moitié suisse, donc je t'ai pas dit ça, mais voilà, donc du coup j'ai beaucoup d'affection pour les Suisses, tu vois, mais un placement chiant comme la mort fait par un Suisse, on est voilà, mais en l'occurrence, et les Suisses nous l'ont aussi potentiellement un peu prouvé, dans une forme de stabilité au fil des ans, finalement, à un moment où on part dans tous les sens, se recentrer à minima sur quoi, 5%, 10% de ce que tu as, c'est pas complètement idiot, c'est ce que tu dis. Ouais, ça dépend de ta propension au risque. Donc, tu peux juste avoir un petit lingot à côté que tu te dis, on sait jamais. C'est vraiment ce Immortality Fund, c'est cette sauvetage, ce petit panier que tu as à côté, et tu te dis, je le garde à côté, on sait jamais. Et comme tu dis, c'est ennuyeux, c'est conservatif, c'est... Et alors, oui, parce en plus, ça sert à rien. Enfin, je reviens là-dessus. Je suis pas très vendeur là-dessus, mais en l'occurrence, on a compris aussi pourquoi. Quand je dis ça sert à rien, c'est que tu ne finances pas de l'économie, de l'emploi ou des choses comme ça. Mais en revanche, ça sert pour toi et c'est un safety net, quoi. C'est un filet de sécurité. Ok, maintenant que j'ai passé ça, si je veux le faire facilement, j'imagine que donc on a Gold Avenue, c'est pour ça que t'es là. Il y a certains de tes confrères, consoeurs, en Europe. Alors il y a des magasins du coin de la rue qui font ça. J'ai l'impression, ça existe depuis toujours, mais ils ont dû tous, j'imagine, se transformer. Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quels sont les risques
déjà, tu peux te les faire voler, etc. Tu dois avoir des faux, des choses comme ça. Comment je m'en procure ? Et aussi, est-ce qu'il existe des solutions pour faire une sorte de dollar cost averaging, comme je peux faire sur des eToro, des Binance ou Coinbase, où je vais avoir toutes les semaines des investissements en crypto quasiment automatisés. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment tout ça fonctionne ? Où est-ce qu'on en est ? Pas que chez Gold Avenue, mais comment ça fonctionne ? Non, de nouveau, si aujourd'hui tu veux acheter de l'or, tu peux acheter des ETF, tu peux acheter des dérivés, tu peux tout acheter. Donc, ça, c'est de l'or papier, du coup, ETF. Le fameux or papier qui, si tu veux spéculer sur le prix sur le court terme, ça va très bien. Tu vois, tu te dis, moi, je pense que dans les 6 mois, l'or va faire x2, mais je ne me vois pas garder ces montants-là d'or pour 10 ans. Donc, ça peut faire l'affaire. Maintenant, les ETF, il y a toujours le third party risk, donc l'intermédiaire. Si l'intermédiaire fait faillite ou si l'intermédiaire n'a pas l'or derrière, donc tu prends des risques supplémentaires. C'est pour ça que sur une vision long terme, le mieux, c'est d'avoir le moins d'intermédiaires possible. Maintenant, si tu décides... Et puis ça annihile tous les trucs qu'on a dit avant, cette espèce de sécurité tu as. Parce qu'à ce moment-là, tu vas vraiment faire du trading. Et donc, tu sors de cette vision de je garde à côté pour m'assurer, et aussi sur une vision long terme. Donc, or physique, c'est vraiment synonyme de vision long terme. Ensuite, tu te dis, OK, tu as plusieurs sociétés qui vendent de l'or. Nous, on a une option, mais il y en a plein en France, il y a des magasins. Maintenant, ce que tu veux faire vraiment attention, c'est l'or que tu achètes et les certificats qui vont avec. Nous, ça nous arrive plusieurs fois d'avoir des clients des personnes qui nous contactent, qui ont acheté de l'or, que c'est pas de l'or. Donc, toi, si tu n'as pas un laboratoire à la maison, tu dois avoir pas la certitude, mais être très confiant que la personne qui est en train de te vendre de l'or, il te vend du vrai or. Comment tu le sais ? Comment je sais que chez Gold Avenue, tu me vends du vrai or ? Et comment je sais que chez les autres, tu as un certificat spécifique ? Il y a des... Oui, mais alors, il y a plein de certificats. Mais le certificat, c'est un certificat. Maintenant, c'est la réputation. La réputation, donc si tu vas chez un concurrent à nous, mais qui est dans le marché depuis 20 ans, les feedbacks sont positifs, etc. Donc, c'est rassurant. Nous, c'est une société familiale, c'est la réputation qui fait toute la différence dans ce business. Et nous, on va prendre les lingots directement de la raffinerie. Donc, ça sort des fours et ça va dans nos coffres. Donc, le plus, de nouveau, tu as de steps entre la raffinerie et le client final, le plus tu as de risques. Donc, de nouveau, si tu dois vraiment acheter de l'or, essaye de t'adresser à quelqu'un qui a une certaine réputation. Et toi, si je t'achète de l'or qui sort de ton four, ils sont sympas tes fours, moi j'ai pas ça dans mon four, tu me donnes un lingot qui a un numéro qui est le mien, ou c'est un lingot parmi plein d'autres, et puis est-ce que je peux te dire, non, mais moi je veux mon lingot, celui que tu m'as vendu ? Alors, si tu achètes chez nous et tu le stockes chez nous, le temps qu'il est chez nous, on le met avec tous les autres lingots. C'est-à-dire, tu achètes un 50 grammes, on prend le 50 grammes, on le met avec ces 50 grammes, mais au moment que tu me demandes de récupérer, je vais t'en donner un de ces 50 grammes, parce que sinon, le travail d'association est coûteux, et automatiquement, si c'est coûteux pour moi, je dois le refléter au client. D'accord. Après, il y a des sociétés qui offrent ce service, c'est un service plus coûteux, c'est vraiment une allocation dédiée privée où on met dans un petit tiroir tous tes avoirs, mais finalement 50 grammes d'or, ça vaut 50 grammes d'or. Et si je te demande de me l'envoyer, tu me l'envoies comment ? Je te l'envoie. Là, à ce moment-là, il y a le certificat qui va avec. Et aujourd'hui, ça dépend des montants. Donc, jusqu'à certains montants, ça reste un produit précieux, mais c'est comme un iPhone qui est envoyé par poste et qui vaut 1 000 €. On va l'envoyer par poste. Maintenant, on a déjà envoyé pour des centaines de milliers, si pas plus. Et là, à ce moment-là, il y a des personnes quasi armées. Il y a toute une opération qui est mise en place. Et rarement, ou quasi jamais, on livre à la maison de la personne parce qu'on ne veut même pas que le livreur sache que chez toi, il y a X kilos d'or, quoi. D'accord. Parce que c'est ça, en fait, l'un des effets de bord, c'est que si je stocke chez moi, l'avantage comparativement à l'immobilier,
c'est que évidemment je peux le transporter et puis partir avec si besoin. L'inconvénient, c'est que tu peux le transporter et partir avec si besoin. Si c'est pas moi, c'est toi, c'est quelqu'un d'autre, quoi. Comme des montres ou des choses comme ça. Comment ça se stocke l'or, du coup? Mais le point le plus compliqué quand tu stockes de l'or chez toi, c'est la liquidité. C'est-à-dire, demain, tu as besoin de ces fameux 10 000 euros parce que XY, tu dois aller dans le besoin chez quelqu'un à qui tu fais pas confiance, qui te donne au plus vite des 1 000 euros. Et là, à un certain moment, voilà, tu te balades avec ton lingot, tu t'exposes, tu ne connais pas la personne qui est de l'autre côté. Donc, c'est ça que nous, on a essayé de rendre simple et facile. C'est cet aspect de on rachète au prix du marché H24 à n'importe quel prix et on te vire l'argent sur ton compte bancaire. Donc, ça, c'est la façon que nous, on a offert. Après, les gens, les particuliers qui stockent chez eux, mais voilà, normalement, c'est dans le tiroir. Dans la banque, mais de nouveau, chez la banque n'est pas... voilà, elle peut se faire dévoler aussi. Ouais. Beaucoup de personnes... J'imagine que tu es assuré quand même, généralement. Mais... Voilà, c'est ça que je voulais dire. Beaucoup de personnes ne savent pas que les valeurs dans les coffres de la banque sont pas toujours assuré parce que si toi tu as ta petite clé du coffre à la banque et tu mets tes lingots, mais la banque est même pas censée savoir qu'est-ce que tu as dedans. Ouais. Donc souvent tu devrais faire une assurance complémentaire, mais que personne fait. D'accord. Parce que tu pars du principe que voilà, tu es à la banque. Et ma banque, je peux appeler mon conseiller et lui dire je voudrais acheter un lingot d'or, il fait ça? Ça dépend des banques. À la BNP toujours moins. Les banques déconseillent fortement d'acheter de l'or ou des cryptos, ou voilà, d'enlever l'argent des banques. Ouais. Moi, il y a des banques qui écrivent carrément des lettres, mais c'est quasi, je ne veux pas dire des menaces, mais presque à nos clients qui veulent envoyer leur argent chez nous pour acheter de la marchandise. Et j'imagine que c'est la même chose dans tous les vendeurs d'or et de crypto, parce que j'ai des amis aussi qui ont des sociétés crypto, où ils te disent, si vous envoyez votre argent là-bas, vous avez des fortes probabilités de tout perdre. Oui, moi récemment, on m'a coupé en effet sur les cryptos, sur mes prélèvements, on m'a coupé. J'ai dû rappeler 3 fois pour qu'ils soient réactivés parce que je voulais le faire, tu vois, mais c'était coupé. Ok. Ouais, mais c'est ça que les gens se rendent pas compte. Mais au Liban, là, l'été passé, cet été peut-être. L'été passé, après l'explosion, oui. Ils ont fermé les banques. Ouais. Et les gens sont hors de leur banque et ils disent tout mon argent est là-dedans. Oui, mais alors c'est la question que je peux légitimement me poser. Si certaines choses sont fermées, tu vois, notamment toi, tu es en Suisse. Je connais pas je préfère finalement avoir le lingot chez moi. Du coup, à ce moment-là, le bout du bout, c'est probablement le mieux, finalement, de le tirer jusqu'au bout de l'exercice, quoi. Bien sûr. Dans la vision extrême où tu te dis, ça, c'est mon dernier moyen pour me retourner, et je le veux sous mon coussin. Oui, c'est la seule façon pour l'avoir à portée de main, parce que tu pourras pas être H24 dans mon coffre. Maintenant, selon la situation un peu économique, sociale, la France n'est pas partie demain matin pour un retournement complet. Donc ça te laisse le temps entre-temps, le laisser stocker dans un endroit sûr, qui est quand même important, et à tout moment te dire ok, je le récupère, de toute façon ça m'appartient, quoi. Sachant que moi j'ai une théorie absolument cataclysmique, qui est le prochain grand, je suis pas le seul d'ailleurs, mais le prochain grand événement après les virus donc de la Covid-19 seront probablement des virus informatiques. Et donc, qui dit virus informatique dit potentiellement plus d'accès à goldavenue.com, plus d'accès à ma banque, plus d'accès à mes cartes bleues, plus d'accès à mon smartphone, plus d'accès à rien du tout. Donc si je veux acheter mes céréales pour le petit déjeuner, je serais bien d'avoir un lingot d'or. Je sais pas ce qu'ils me diront chez Franprix avec mon lingot d'or, mais je suis pas sûr. mais tu vois, je pourrais racheter peut-être la moitié du Franprix. Mais non, mais tu vois ce que je veux dire, ça peut être utile aussi finalement. Imagine que nous, on a ce produit que c'est des petits lingots d'1 gramme. Ça s'appelle multigramme. Okay. Donc tu peux diviser. Et c'est justement pour les gens qui pensent que demain... Tu fais ça, toi? Des produits comme ça? Oui, nous, on les produit. Moi, perso, j'ai pas acheté ça. Okay. Mais c'est vraiment les gens qui pensent que demain, ils vont devoir payer avec ça. Donc, ceux qui font aussi, c'est qu'ils commandent quelques grammes chez eux, qui ont sous la main,
Et après, une autre partie, ils la laissent dans nos coffres. Donc, ça leur permet d'être rassurés d'un côté, mais de l'autre côté, avoir quand même le gros de leur montant qui sont sécurisés. Donc, un gramme d'or, c'est une sorte de micro, comme un gramme une pépite d'or, de chocolat, quoi. Ouais, c'est mon angle, comme ça. D'accord, ok. Et un gramme, c'est 50 € aujourd'hui. Donc, ça permet quand même de faire tes courses. Tu te pars avec ce petit gramme dans la main. Et après, je te fais voir des photos. Mais tu donnes et tu payes tes courses avec. D'accord. Donc ça, c'est vraiment la vision, comme tu dis, Black Swan, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe dans le monde. Les signes noirs, ouais. Mais ce qui est justement différent avec l'or par rapport à tes cryptos, par rapport à ton compte bancaire, etc., c'est voilà, il est tangible, donc il existe. C'est pas de l'or papier, c'est pas un chiffre dans la blockchain, c'est là. Au pire, j'enregistre l'adresse de Gold Avenue, je peux venir le réclamer à la porte si jamais il n'y a plus de... Voilà, disons que si le courant il saute, je vais me déplacer à l'entrée du coffre et je vais... Alors tu dois nous dire où il est le coffre, du coup. Oui, mais c'est pas une partie de nos métaux sont stockés dans la raffinerie. D'accord. Donc voilà, et une des plus grosses raffineries au monde. T'imagines bien qu'il y a une sécurité hors du normal. J'imagine, ouais. Et une autre partie à Zurich. Donc voilà, au plein milieu de la Suisse, dans des coffres sécurisés, hors du système bancaire, hors de notre bilan. Il y a des auditeurs qui viennent pour certifier que justement les pièces sont bien là et qu'on n'a pas vendu à découvert ou plus de métaux qu'on avait à disposition, quoi. Ok. Et alors, on peut rentrer en dollar cost averaging. Est-ce que je peux commander chez toi ou ailleurs, mais me dire, bah tiens, je vais mettre 100 balles par mois sur de l'or parce que je me dis, tiens, finalement, dans mon filet de sécurité, ce serait bien que je vais acheter, je sais pas, 1000 € d'un coup tout de suite, et puis un once tout de suite, et puis après, un once tous les 10-12 mois, quoi. Il y a des services qui proposent déjà ça. Nous, on va le proposer l'année prochaine. 2022, d'accord. Ouais. La différence par rapport à je sais pas, à une crypto, disons ça parce que c'est thématique fort, c'est que tu peux pas dire j'achète 100 grammes. Non, j'achète 100 € du coup. Oui, non, justement, tu peux pas dire j'achète 100 €, parce que 100 €, tu dois t'acheter un produit, tu vois. Ah, ok. Je dois toujours avoir un produit en face. Tu peux pas me mettre un... Oui, je pourrais te vendre de l'or papier. En te disant, ça, c'est le correspectif de or papier de tes 100 €. Et le jour que tu veux convertir en un produit, tu payes le premium de production. Mais nous, on veut vraiment se dissocier de cet aspect d'or papier. Et donc, automatiquement, on te dit, OK, tu peux choisir de t'acheter 1 gramme par mois ou 1 once par mois. Mais c'est un produit spécifique que tu dois choisir, quoi. D'accord, très bien. Moi, ça me plaît, ça, 1 gramme par mois, tu vois, pour voilà. je sais pas, ou 2, mais ok. En fait, je pense que c'est intéressant de prévoir ça, surtout quand tu es dans une logique de sécurité. Très bien, écoute, et toi tu vends d'autres produits. Alors on en a parlé rapidement, argent, platine, palladium. Alors quelqu'un m'a dit, il faudrait que je le retrouve, je l'ai pas retrouvé juste avant, mais dans ce podcast, la martingale, que son trip, lui, c'était l'argent. C'était il y a 1 an, je pense, et je me suis dit, tiens, c'est pas con, je me suis laissé convaincre. Comme quoi, on donne pas de conseils sur la martingale, hein, c'est pas l'idée. Mais je me suis dit, tiens, ça a l'air bien son truc là, c'est pas con l'argent. Bon, j'ai pris moins 16% depuis que j'ai acheté mes 500 $ d'argent, donc ça fait quand même une petite perte, hein, 83 $ exactement au moment où je vous parle de perte. Mais bon, t'as acheté j'ai acheté sur ma plateforme là, partenaire, donc Silver Papier, hein, ça s'appelle iShares, donc j'imagine que c'est un ETF de réplication et pas du tout réel. Mais donc voilà, est-ce que tu peux me parler rapidement des autres parce qu'évidemment là tu vois depuis tout à l'heure on fait une demi-heure sur l'or, on va pas refaire une demi-heure sur chacun parce que ça va être un peu long, mais l'or reste quand même la valeur maîtresse. Moi il m'avait convaincu en me disant justement l'argent derrière, il y a une relation plus réelle avec le marché, les besoins, etc. Platine, palladium, tout ça c'est aussi des composants électroniques, je crois, enfin utilisés dans les composants électroniques. Tu vas m'en dire plus, mais comment ça marche et qu'est-ce que t'en penses toi? Alors, l'argent, disons, c'est un petit peu l'or sur stéroïde, comme je t'avais dit aussi au téléphone. Ça amplifie les mouvements de l'or. Donc, c'est un peu plus spéculatif, ça bouge plus. C'est un produit industriel qui est utilisé beaucoup dans l'industrie.
C'est-à-dire que 50% de l'argent est utilisé dans l'industrie, tandis que dans l'or, c'est même pas 20%, 20-25%. Il y a la TVA, parce que c'est pas un produit financier. Il n'y a pas la TVA aux États-Unis ou au Canada, mais en Europe, quasi dans tous les pays, il y a la TVA sur l'argent. Pas sur l'or. Pas sur l'or. D'accord, donc ça veut dire que tu payes 20% de TVA en France, par exemple, sur l'or quand tu achètes... Sur l'argent. Sur l'argent, pardon. Oui, exact. Okay. Donc ça te fait tout de suite un coût très important. Et en plus, il prend le double d'espace. Donc il est la moitié moins dense que l'or. Donc d'un côté, il prend le double d'espace et étant donné qu'il vaut 100 fois moins, voilà, pour la même valeur, tu as un mur d'argent. D'accord. Tu vois. Et donc même la prime que tu vas payer à l'achat, elle est bien plus importante. Sur l'or, la prime que tu payes, elle est relativement très très basse. Oui, tu peux te dire si c'est chez toi, j'ai 1 kilo d'or plutôt que 500 grammes. J'ai 1 kilo d'argent plutôt que 500 grammes d'or, finalement. Ça change pas grand-chose, mais chez toi, quand on stocke beaucoup, à scale, finalement, la partie stockage, sécurisation, assurance, etc., c'est un truc qui a un coût qui est pas négligeable, c'est ça ? Exact. C'est vraiment plus volumineux, c'est pas si précieux comme l'or, donc automatiquement, tu as tous ces coûts qui vont avec. Après, on peut un petit peu analyser la demande, l'évolution selon ce qui se passe par rapport au marché industriel. Donc, si la demande d'argent physique augmente, baisse, etc., on essaie de prévoir un petit peu les cours. Maintenant, les gens qui pensent, je te disais, on faisait avant l'exemple du gramme que tu vas faire tes courses avec 50 euros, c'est peut-être plus probable que tu vas te balader avec une once d'argent et tu fais des courses pour 20 euros. Donc, ça diminue un petit peu la dénomination du produit. Et c'est clair, il y a tout le monde, il y a les gens qui pensent que l'argent va atteindre les $100, donc il va faire un fois 4, tandis que l'or, il va faire que fois 2. Maintenant, c'est très volatile. Donc, dans les années 80, l'argent avait touché ses all-time high, donc c'est le prix le plus haut qui a jamais atteint, que c'était à $50. Et quelques années plus tard, il était à $5. Et après, il est remonté en 2008 à $40 ou $35. $45. Et ensuite, il est redescendu à 12. Et là, de nouveau, c'était, pour te faire le même exemple qu'avant, produire une once d'argent, il coûte environ 10 onces dollars. Ok. Donc l'année passée, quand il y a eu le crash, et au moment du crash, il y a même l'or et l'argent qui sont descendus parce que les traders devaient se couvrir leur position, il est descendu à $12. À un certain moment, il était à $12 et pour ensuite s'envoler jusqu'à 27, donc plus qu'un fois 2. Et depuis là, il s'est arrêté et maintenant il s'est un peu corrigé, quoi. Oui, c'est ça. Donc il est descendu un peu, comme je disais, mais finalement pas plus que l'or cette fois-ci. Mais sinon, dans l'absolu, là, ça s'est un peu stabilisé, mais dans l'absolu, c'est comme tu le dis, on steroids. Donc dès que ça monte plus fort que l'or. Dès que ça descend plus fort que l'or. Ouais, donc c'est volatile. Plus adapté à la spéculation, finalement. Tant qu'à faire, l'or étant un produit boring, ennuyeux, comme on le disait tout à l'heure, finalement, autant aller sur de l'argent si tu veux spéculer, finalement. Et faisons la transition vers le platine et le palladium, parce que si tu veux vraiment t'amuser, tu vas sur des produits comme platine et palladium, aussi qui ont la TVA, c'est des produits industriels. Sur le platine, 40% utilisé pour les catalysateurs des voitures. Et dans le palladium, 90% de la production est utilisé pour les catalysateurs des voitures. Je traduis pas 90 à chaque fois, parce que je me moque, pardon. D'accord, 90% sur la production. Sur le palladium, tu as dit. Oui, donc le palladium, l'investissement correspond à, je faisais les calculs hier, à 0,2%, à 0,02%. Donc vraiment, il y a quasi personne qui investit dans le palladium. C'est des produits pour les investisseurs experts qui ont une vision, de nouveau, long-termiste, qui se disent, aujourd'hui, il y a un shortage dans la production des voitures, donc la demande est baissée énormément. Si la production va reprendre, c'est possible que ça aura des impacts directement sur le prix. Donc, vraiment, c'est quelque chose de plus sportif, disons ça, et moins ennuyeux comme l'or, mais qui porte avec ses risques rattachés, quoi. D'accord. Tu en as, toi tu as quoi? Tu as de l'or, du palladium, tu as un peu de tout, platine, argent ou... Alors, j'ai un peu d'or, j'ai un petit peu d'argent,
L'argent, c'est mon oncle qui me fait cadeau depuis 10 ans en me disant qu'il va arriver à $100. J'espère. Mais je le mets à côté, je le vends jamais. Et l'or, c'est un petit peu ma réserve. Donc, je me dis, si un jour j'ai une facture de trop à payer, c'est là que je vais prendre un petit peu mes liquidités. Et platine, palladium, non, parce que je suis pas joueur. Je suis un investisseur assez, comment dire, cauto. Finalement, ça peut être aussi, tu disais, mais c'est un produit intéressant pour tes enfants. Alors, tu le disais comme ça, mais... Bon, alors là, je vais pas aller dans parce qu'il faut que ce soit déclaré, bien évidemment, on est tous d'accord. Et j'imagine qu'en plus, c'est chez vous, c'est déclaré automatiquement ou pas ? Alors, on n'est pas une société bancaire, donc on n'a pas cette obligation de partage d'informations, mais étant donné, comme je te l'ai dit avant, ça se base tout sur la réputation. Quand tu ouvres un compte chez nous, on s'assure que l'argent que tu vas utiliser pour nous payer soit bien déclaré. D'accord. Parce que automatiquement, ça met en péril notre réputation. Et si ça met en péril notre réputation, ça met en péril l'activité en tant que telle. Mais au-delà de ça, finalement, peu importe, si je mets à part l'aspect fiscal, parce que c'est pas mon sujet, tu pourrais te dire que acheter, je sais pas moi, 1 gramme d'or, tu dis ça coûte quoi, 50 € à peu près, en ce moment, par mois pour chacun de tes enfants, que tu stockes, je sais pas où, soit chez toi, soit chez moi, soit, que tu mets dans un coffre, ou peu importe. En soi, ce serait pas complètement une mauvaise idée, quoi, parce que ça, en termes de legacy, d'héritage, finalement, t'as, tu vois, un truc en complément qui reste tangible, qui peut se revendre, qui est toujours liquide, qui pourrait monter ou pas, je sais pas d'ailleurs, mais mon frère vient d'avoir sa première fille, donc il a commencé à acheter de l'or. Et de nous, il sait que dans 20 ans, 30 ans, l'or va être là. Les Tesla, on ne sait pas. Les cryptos, on ne sait pas. L'immobilier, oui, mais il faut quand même le maintenir. L'or, il est là, il dort. Et ça va permettre à sa fille de... Voilà. En revanche, on est d'accord que les bijoux, alors ça peut avoir de l'intérêt, c'est des bijoux de collection, mais encore, les montres, c'est encore un autre truc. On l'a traité ici avec Greg Blumenfeld, notamment, épisode que je recommande fortement. Mais... l'or, ça n'a rien à voir. Enfin, t'achètes des bijoux, le prix de l'or dans le bijou, c'est rien en fait. C'est 10% ou je sais pas. Enfin, c'est pas. Ça dépend. Ça dépend le bijou que t'achètes. Si t'achètes un bijou en or pur à 99,99%, après la prime que tu vas payer, elle est bien plus élevée. Maintenant, comme tu viens de le dire, le bijou a une valeur aussi de collection, d'appartenance et tout le reste qui va ensemble. D'accord. Je te dis juste que je me suis inscrit, tu vois, en te parlant, vraiment littéralement 4 secondes, allez, 2 minutes sur Gold Avenue, donc ça a l'air hyper simple quand même. Lingotin, pièces, tu vois, je vois ça. Alors, qu'est-ce que je peux acheter ? Et tout ce qui est pièces, tout ça, en fait, ça, c'est vendu au prix du poids. C'est pas, il y a une question de je veux dire, pièce de monnaie d'or, 50 francs Napoléon ou American Eagle, on parle d'un prix par once qui est quasiment le même à chaque fois, quoi, hein, c'est ça ? Oui, exact. Quand même, il y a un prix par once, 1674, 1792. Les legal tender, donc les pièces qui tiennent une valeur légale, donc ça a une valeur nominale dans l'État qui émet ces pièces. Donc la pièce canadienne, elle vaut $50, si je ne me trompe pas. Mais la réalité, c'est que le prix s'est tellement envolé depuis, c'est que personne n'irait faire ses courses effectivement avec une pièce d'or, parce que les $50, en réalité, aujourd'hui, il vaut quasi $2000 en valeur de l'or. Mais il y a des investisseurs qui se sont encore rattachés à ça et disent, moi, je préfère qu'il y a la garantie de l'État sur ma pièce. Et de nouveau, quand on parlait de réputation et de confiance quand on achète un produit, le fait d'acheter une pièce qui a été émise par un État, c'est quand même l'État qui s'engage sur la pureté de l'or. Donc, d'accord. Ça rassure certains clients. Là, je vois ça, 1 gramme lingotin tort pour 9999.9 Pump Suisse Lady Fortuna, 58,62 €. Donc voilà. Ça, je l'ajoute, je l'achète. Et derrière, tu me le stockes pour ce prix-là ? J'ai pas un fees annuel de stockage ? Alors, on stocke gratuitement jusqu'à 9500 €. Ok. De nouveau, notre business model se base pas vraiment que sur le stockage.
on a des coffres à la raffinerie qui sont déjà amortis dans les coûts globaux. D'accord. Donc, ça nous permet de mettre à disposition des certains volumes. Donc, l'or, comme on l'a dit, ça prend pas énormément d'espace. Donc, jusqu'à 9500 €, on est relativement à l'aise. Maintenant, les clients qui commandent des montants plus importants, après, voilà, on a un système de facturation ou par mois ou selon des autres tarifs, selon le montant qu'ils décident de stocker, quoi. Très intéressant. Écoute, je crois qu'on a fait un bon tour. Ouais, je vais pas. Ce que j'avais vu sur notre premier épisode, je crois, c'est si vous stockez chez vous, c'est vraiment de regarder toute la base de la sécurité, parce que c'est quelque chose d'assez important. Notamment, il faut les coffres pour stocker ce genre de biens, tout comme les montres ou les choses qui coûtent cher. C'est quasiment des coffres qu'il faut faire apporter tracter. C'est des trucs qui pèsent une tonne, qu'il faut pas. Je dis une tonne, mais qu'il faut se faire livrer par une grue dans votre appartement chez vous pour pas qu'on puisse l'embarquer, parce que tous les stocks à 200 balles sur Amazon, ça tient pas la route, quoi. On est d'accord. Oui, à nouveau, étant donné que c'est un petit peu ton filet de sauvetage, tu dois vraiment t'assurer, si c'est chez toi ou si c'est chez nous ou chez quelqu'un d'autre, tout ce qui est rattaché à les assurances, à la propriété, aux audits, au contrôle. Il y a un autre aspect pour acheter de l'or physique, c'est l'or mutualisé, où tu payes peu de primes, mais tu achètes une partie d'un gros lingot. Ok. Donc ça pourrait être que moi et toi, on partage le même lingot, et le jour que la boîte fait faillite, parce que ça peut arriver, nous deux, on se retrouve et chacun d'entre nous a une petite partie. Donc on a moins payé à l'entrée. Maintenant, on se trouve un petit peu embêté. Donc il faut comprendre un petit peu selon sa proportion au risque, un petit peu si c'est le 1-2% qui peut faire la différence, quel est le produit qui est mieux adapté pour ton portfolio, quoi. Et je t'ai pas demandé, vous votre modèle éco, c'est quoi du coup? C'est que vous prenez une commission sur parce que vous achetez, vous vendez, tu gagnes où toi sur Gold Avenue? Alors, si tu cliques sur le prix du produit, typiquement là tu regardais le gramme, tu vois la décomposition du prix. Donc tu vois la valeur du métal, que c'est la même valeur que tu reçois en retour si tu décides droit derrière de revendre. Logiquement, sur plus le produit est petit, effectivement le gramme, plus la marge est élevée, parce que même le prime de production par rapport au prix, il est important. Ok, donc là par exemple, j'ai prix total pour un lingot 50 grammes, c'est ça, 2502,28 €, valeur métal 2445. Prime 56,80, donc ça c'est ce que vous prenez, c'est ça? Donc ça c'est ce que nous on prend, mais inclus il y a dans le trading, ouais. Parce que nous on fait tout un hedging, on pourrait parler des heures sur le système de fixation de prix. Il y a le coût de production qui revient à la raffinerie, donc c'est clair que sur 2500 grammes, nous on gagne, comme tu peux rapidement faire les calculs, même pas 40 €. Donc c'est une activité de volume. Et ensuite, sur les gros clients, donc les clients qui stockent plus de 100 000 €, donc on en a quand même quelques-uns, là on prend des frais de stockage qui nous permettent aussi de gagner un petit peu sur ça, quoi. C'est marrant parce que là je regarde le 50 grammes, ça a l'air d'être un gros truc, 2500 €. En fait, il y a une règle à côté, vous mettez ça fait 3 cm. C'est même pas petit, quoi. La moitié d'un pouce. Ok. Ouais, mais du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que tu en as 10 comme ça fait 25 000 € sur un truc qui tient vraiment dans ta poche, quoi. Ouais, c'est assez incroyable. Ok. Écoute, je suis pas prêt à en acheter beaucoup, mais je me dis que y a quand même un intérêt à en avoir un peu et à s'y mettre, quoi. Ça semble assez clair. Et toute dernière question, j'ai zéro problème à l'acheter en Suisse parce que vous n'êtes pas dans le marché unique. Donc, est-ce qu'il vaut mieux pas que je l'achète en France? Alors, de nouveau, si tu veux le stocker chez nous, t'as aucun souci. Même l'avoir en Suisse, peut-être ça te donne une petite rassurance en plus. Hein. Ouais. Si tu veux te faire livrer la marchandise, maintenant, on doit traverser la douane. Il y a une nouvelle loi européenne qui nous permet ensuite de s'intégrer comme société en Suisse, en Europe, et charger les différentes taxes directement sur la plateforme. Sur l'or, il n'y en a pas. Donc automatiquement on peut te livrer, t'as rien à payer. Sur l'argent, platine, palladium, oui, il y a la TVA, et de nouveau, si tu achètes de l'argent pour l'avoir chez toi, imagine ça va prendre beaucoup de place, et en plus tu vas payer plein de taxes. Donc nous on a aussi cette possibilité de te vendre, on n'est pas les seuls, hein, mais de l'argent sans TVA, de l'argent du platine et palladium sans TVA. C'est-à-dire que nous on a un coffre
qui est une zone de transit. C'est un petit peu comme l'aéroport, tu vois, quand tu vas au duty free. Tu vois. Donc, au moment que tu arrives dans le pays de destination, tu dois le déclarer. Ouais. Donc, le temps que nous, on a fait toute une opération de transit, le temps que la marchandise reste dans cette zone, et ça peut rester à temps indéterminé, tu ne vas pas payer de TVA. OK ? Donc, tu économises en France 20%, en Suisse 7,7%. Le jour que tu décides de l'importer, à ce moment-là, tu payes la TVA. Mais si toi, entre-temps, tu me l'as revendu à moi au prix du marché, à ce moment-là, c'est un petit peu la patate chaude. Donc, le dernier qui va sortir la marchandise du caveau, il va devoir déclarer dans le pays de destination. Ouais, bon, faut pas être le dernier. Cool, écoute, on a fait un bon tour, je crois, de tout ça. On a envie d'aller chez toi, dans le Tessin, visiter et les coffres, et surtout les coffres, et les mines, surtout. Est-ce que toi, tu as une martingale à toi, Alessandro ? Mais donc, toujours pour rester lié au Tessin et au tourisme, avec mon frère et mon cousin, on a repris un terrain au bord du lac. Ouais. Et on en a fait un camping qui est aujourd'hui un des meilleurs campings de Suisse. D'accord. Et on a un projet rattaché pour l'étendre et pour qu'il devienne un des plus grands de Suisse aussi. Donc un gros projet très intéressant, plus en famille. Normalement, on déconseille de faire du business avec la famille, mais ça se passe très bien. Et une activité très, très intéressante. C'était un domaine d'activité que je n'avais jamais pris en considération. Et quand on a commencé à faire les premiers business plans, on s'est dit c'est pas de l'immobilier parce que les gens se autogèrent, mais c'est comme avoir un hôtel sans la structure, quoi. D'accord. Alors, j'en vois plein. Là, j'ai tapé Tessin Camping Lac, je sais pas, Pink Camp Ascona Locarno, je sais pas comment il s'appelle ton camping. Camping Lugano Lake. Donc, c'est sur le lac de Lugano. Là, tu es sur le lac de Locarno. Lugano, ok. Et mais alors, ça, c'est un investissement financier ou entrepreneurial ? C'est-à-dire que tu dois quand même mettre une structure, une caisse, des gens qui gèrent, des toilettes et des choses comme ça, ou ça, c'est que tu l'as laissé faire à quelqu'un d'autre ? Alors, moi, je suis rentré comme investisseur, j'ai donné le là, et après, c'est mon cousin qui a pris la gestion et il a mis tout en place. Je parlais l'autre soir à un événement. Pour moi, entreprendre, c'est quand toi, tu t'investis. Et donc, la rentabilité n'est pas toujours à la clé parce qu'il y a une vision que tu essaies d'atteindre. Ceci, pour moi, était un investissement purement financier. On a fait les calculs et à la fin, on s'est dit on le fait parce que ça a l'air d'être rentable. Oui, donc en fait, si je voulais le voir comme une martingale, et j'entends, alors, il y a eu des hauts, des bas d'ailleurs, dans le camping en Europe et en France particulièrement. Alors évidemment, ça a été un secteur très, 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 très touché par la crise du Covid. Maintenant, même avant, je crois qu'il y a eu beaucoup de concentration de gens qui ont racheté beaucoup de campings, et ce qui a été compliqué. En revanche, tous ceux qui sont restés à taille humaine, les petits, ça marche très très bien. Si je connais un peu le secteur, en tout cas, si je dis pas trop de conneries. Et si j'ai envie de transcrire ce que tu dis, c'est notamment potentiellement acheter un beau terrain dans un bel endroit, près d'un lac, une rivière, la mer, enfin, à différents endroits, peut-être même la montagne à certains endroits. Si tu arrives un peu à le transformer, à te projeter un peu, ça peut être intéressant pour en faire un camping, quoi. D'un point de vue financier, en tout cas, en revanche, après, il ne faut pas l'opérer soi-même parce que ça devient un métier, quoi. C'est ça le problème. Hein. Exact. Je pense que le résumé, c'est vraiment faire bien les calculs et regarder la profitabilité si ce n'est pas ta start-up que tu fais justement parce que tu es motivé par la petite flamme. Okay. Là, c'est vraiment, est-ce qu'il y a un retour à la clé et il y a des activités qu'on ne considère pas, parce que moi, je ne considérais pas le camping, qui peuvent être très intéressants au niveau de rentabilité si on fait bien ses devoirs, quoi. Ça paraît très loin de l'or, en effet, mais c'est intéressant de voir un peu le grand écart que tu peux faire dans le Tessin. Voilà. Écoute, c'était passionnant, merci. En effet, alors ça a évolué par rapport à la première, on va dire le premier podcast que j'ai fait sur l'or, et je pense que c'est intéressant, et notamment de voir un peu l'évolution des cours. Et puis aussi, par rapport à tous les épisodes que j'ai pu faire, moi, ce que j'en retire, c'est que en effet, il faut que je me bouge un peu pour acheter de petites choses. Hein, 50 grammes, ça fait quand même 2500. On va peut-être commencer plus bas, on va voir. Tu peux pas faire de prix à mes auditeurs, de toute façon. Hein.
Écoute, ma marge, c'est 1%, je te fais un prix, tu ne dois même pas passer, tu penses que je me moque de toi. Ouais, c'est vrai. Écoute, voilà, vous y allez quand même de ma part sur Gold Avenue, et puis voilà, on vous fera un grand sourire exact. Si vous venez de ma part. Merci beaucoup, Alessandro. On peut t'ajouter sur LinkedIn, Alessandro Soldati. Avec beaucoup de plaisir. Voilà, et puis te poser des questions si besoin. Il y a un numéro de téléphone aussi sur la plateforme, donc Gold Avenue. Et puis voilà, n'hésitez pas. Merci pour tout ça. Merci à vous, chers auditeurs, de beaucoup de choses. J'ai eu un échange cette semaine avec un ancien invité qui me disait à quel point waouh, ça avait été un cataclysme pour lui de recevoir toutes vos demandes. Voilà, j'espère que ce sera pareil pour vous sur Gold Avenue ou ailleurs, d'ailleurs chez les confrères d'Alessandro. Mais voilà, je vous remercie en tout cas pour vos retours, vos recommandations, vos demandes, les idées que vous nous donnez semaine après semaine, et surtout les recos que vous donnez à vos potes, à vos amis IES, à vos copines. Voilà, on est très sensible à tout ça chez Cosa Vostra et avec toute l'équipe de la Martingale, parce que ça veut dire que ça vous plaît. Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine, et puis d'ici là, investissez bien, profitez bien, et puis éclatez-vous. N'oubliez pas que l'argent, c'est aussi fait pour être dépensé, pas que investi. Voilà, c'est fait pour, c'est le fuel de l'économie et de la vie. À plus, à la semaine prochaine sur la Martingale. Ciao. Merci d'avoir écouté La Martingale jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous, de vous abonner à la newsletter sur lamartingale.io, et si vous trouvez 5 petites minutes, de mettre une note 5 étoiles ainsi qu'un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup pour remonter dans les classements. La Martingale est produit par Cosa Vostra, une agence de conseil tech et créative qui accompagne ses clients dans leur stratégie digitale pour qu'ils gagnent en visibilité, en singularité et en efficacité. Je remercie toutes les équipes pour la production. Je vous retrouve dans 15 jours. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous dis merci.